Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Théo et Adri. Salut les gars. Salut les gars, bonjour à tous. Salut à tous. L'AC Milan qui s'impose au San Siro 3-1 face à Parme. Ouverture du score de Kurtic à la 44e minute. Kessié égalisera à la 55e minute. Romagnoli à la 59e minute donnera l'avantage à l'AC Milan avant que Hakan Çalhanoğlu marque le but du 3-1 à la 77e minute. Au sommaire, nous allons revenir du coup sur cette rencontre, puis nous évoquerons les tops et les flops et enfin nous terminerons par le débat du jour sur le renouveau de Franck-Yannick Kessié. Tout d'abord, du coup, on va revenir sur ce match, les gars. Et quel match, quel retour de l'AC Milan. Qu'en as-tu pensé, Adri ? Déjà, on a eu des petits changements par rapport au dernier match. Paqueta, déjà, qui a été écarté à cause d'une petite blessure au genou gauche. Bennacer et Rebic, quant à eux, étaient mis au repos. Jack et Leao, pour le coup, ont fait leur apparition dans le 11 titulaire de Pioli. À part ça, il n'y a pas eu de grands changements. On s'attendait à une domination de la part des Milanais, sachant qu'il faut savoir que Parme, c'est l'une des pires équipes en Serie A en termes de possession de balle. Tout l'inverse du Milan. Donc déjà, dès le début, on s'attendait à ce que Milan ait le pied sur le ballon. Et on l'a bien vu qu'à la fin du match, Milan finisse avec 57% de possession et Parme seulement 43%. Milan qui ont eu des petites occasions, même des grosses occasions en première mi-temps. Ça a commencé dès la 3e minute avec Zlatan. Après, c'est vrai que Parme a eu beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps. Et pourtant, l'AC Milan s'est fait surprendre par l'intermédiaire de Kurtic. Alors c'est vrai qu'il y a eu des erreurs de placement, notamment Romagnoli, un peu trop loin et un peu trop excentré par rapport au buteur. Mais voilà, c'est vrai que Milan, ils ont beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais toujours ce petit déchet technique, ce petit manque d'application dans le dernier mètre. Il manquait quelque chose. Milan, ils finissent la mi-temps avec 15 frappes, mais seulement 3 cadrés. Alors que Parme, 4 tirs, une cadrée, c'était le but. Personnellement, j'ai eu un peu peur à ce qu'on refasse le match qu'on a sorti face à la Spal, une grosse domination, Exactement. Énormément de frappes, et pourtant que 2 buts. Après, voilà, c'est vrai qu'à la fin du match, ça fait 3-1 pour l'AC Milan. C'est vrai que Parme sont devant la pause, mais voilà, on n'est pas plus inquiet que ça, parce qu'on sent que Milan peuvent revenir. Ils l'ont déjà fait face justement à Spal, Juve, Naples. C'est vrai qu'à chaque fois, on était mené au score, et pourtant derrière, on arrive à égaliser, et puis même à gagner le match, notamment face à la Juve. Sachant que chose qui est nouvelle pour l'AC Milan, voilà, pouvoir d'avoir de l'espoir quand on est mené au score, de se dire on a les épaules maintenant pour revenir et passer au score, chose qui était inimaginable en début de saison et l'année dernière. C'est ça, donc là c'est vrai que depuis plusieurs temps on dit que Milan a plus de caractère et encore une fois ils l'ont montré, notamment avec Kessié qui nous décoche une grosse minace Magnifique. À la 55e, poteau rentrant des 25 mètres. Et Romagnoli, 5 minutes plus tard, sur coup franc, sur une passe d'Hakan, c'est Hakan qui tire le coup franc il me semble, et Romagnoli qui met son premier but de la saison, et enfin un but sur coup franc de Milan. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu Milan marquer sur coup franc, que ce soit un coup franc marqué directement ou sur une passe. Et pourtant Milan, ils ont eu des petites surfroides, notamment avec Kulusevski à la 74e minute, qui frappe, mais c'est contré par Kjaer sur la barre transversale. Une minute après, on a Inglese. Kjaer rate son intervention sur Inglese et grosse parade de Donnarumma qui a eu un petit peu de travail à faire quand même en deuxième période. Et Hakan à la 66e minute, qui frappe du droit des 20 mètres après un gros travail de Bonaventura qui fait un gros rush. Et Hakan, qui du pied droit des 20 mètres qui vient mettre son but. Et Milan, derrière, ont eu des petites occasions. Mais on les a pas eu, ils n'ont pas été si inquiétés que ça, mis à part à quelques petits moments. Mais Milan a dominé le match et mérite amplement sa victoire. Il y a eu un petit temps fort côté Parme quand on menait encore que 2-1 où il se créait deux occasions franches successives et derrière on les punit avec ce but de Hakan, je crois que c'est autour de la 70e minute où il y a les 2 occasions. 76e. C'est ça, exactement, et on les punit juste derrière. Très bien. Théo, qu'en as-tu pensé toi de ton côté ? Bien écoute, je partage assez largement cette physionomie du match que Adrien reflète. Les 35 premières minutes ressemblent très largement au match piège qu'on a eu trop l'habitude de voir avec le Milan AC. Une domination dans tous les secteurs de jeu. On sait que l'équipe d'Aversa n'est pas forcément la plus intéressante dans la possession, mais elle a le mérite d'avoir un trio d'attaque composé d'un Cornelius sur une jambe, qui est sorti à la 11e minute
remplacé par l'ancien Bordelais Caramo, mais qui a deux ailiers très performants en la personne de Kulusevski et Gervinho. Donc voilà, on savait que cette tactique de jeu de blinder derrière et de partir en contre allait être le cheval de Troie. Les Parmesans aujourd'hui, ça s'est vu sur la première période où Milan surdomine, mais représente très bien l'adage. Dominer n'est pas gagné et on se fait surprendre par l'ancien joueur de l'Aspal, Courtit, juste avant le retour des vestiaires. Heureusement, la mentalité change et la grinta revient dès le retour des vestiaires. Mais cette première mi-temps s'annonçait pourtant bien. Les 25 premières minutes de jeu sont très intéressantes. Mais sur la seule occasion, le seul tir cadré, puisque la tête de Bruno Alves n'était pas cadrée, et ben c'est Courtit qui fait la différence. En deuxième période, quelques changements notables et qui ont fait la différence, à commencer par l'entrée de David et Calabria sur le couloir droit. On devait faire avec des suspensions, avec des blessés. La titularisation de Bonaventura a été une très bonne chose à mes yeux aujourd'hui, tout comme le match de Dakan qui signe pour moi incontestablement le contrat d'homme du match sur cette rencontre de passe décisive, un but. On aura l'occasion de revenir plus tard là-dessus, mais voilà, un nouveau visage dans cette deuxième période qui permet au Milan AC de repartir avec les 3 points. Et surtout, comme tu le disais très justement au début d'émission, Guillaume, cette possibilité de voir cette saison, notamment depuis le début de l'année 2020, un Milan AC qui est capable de revenir en deuxième période et non pas de s'enterrer ou de subir. On a eu la chance d'avoir un grand Yannick Kessié pour nous remettre sur les bons rails dès la 53e minute de jeu et l'équipe aura suivi après et on prend les 3 points à domicile. Donc l'objectif est fait et place à la fin de saison puisqu'il reste encore 5 matchs pour le Milan AC. Tandis que Naples a été tenu en échec sur la pelouse de Bologne, un but partout. Donc ça, c'est bien pour nous. Après Bologne qui est pas très loin, mais je pense que voilà, on vaut mieux regarder devant que derrière et là-dessus, c'est un bon résultat pour nous. Très bien. Et ben on va passer à présent au top et au flop, les gars. On va commencer par les tops. Adri, dis-nous. Top, j'ai envie de mettre encore une fois, pour ne pas changer la charnière, qui est Romagnoli. Après, voilà, c'est vrai qu'on s'est pris un but encore une fois, mais c'est vrai que derrière, c'est serein, mis à part quelques petites erreurs. Qu'il y a encore une fois dans ses interventions, c'est hyper propre. Romagnoli, on l'a vu aussi très serein. Voilà, donc j'ai encore envie de mettre nos 2 défenseurs centraux. Kessié, je suis obligé de le mettre encore une fois, il nous a sorti une prestation excellente. On aura le temps d'en reparler pour le petit débat sur Kessié. Mais voilà, pour moi, un qui était vraiment au-dessus du lot, à Cannes, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, Théo, c'est un but de passe. Il était omniprésent. Je suis obligé de le mettre homme du match pour moi. Il a fait une grosse perf. Donc voilà. Ça vous fait plaisir ou pas de voir nos 2 têtes de Turcs, Kessié et Hakan, briller depuis le déconfinement? C'est vrai que les 2 reviennent en forme. Hein. C'est d'autant plus intéressant de se dire que tout n'était pas perdu. Je pense que beaucoup de supporters milanais ne voyaient pas d'échappatoire ou de solution fiable pour ces 2 joueurs-là. Avant le mercato hivernal, une vente était plus que souhaitée par les supporters du club lombard, mais comme quoi avec voilà une redisposition tactique, un retour aux bases pour Hakan qui retrouve son poste de numéro 10 qu'il a connu à Leverkusen ou à Hambourg, un nouveau positionnement pour Kessié qui le rend utile dans les transitions offensives et moins inexistant dans chaque récupération de balle milanaise, permet à des joueurs longuement critiqués et à juste titre, puisque il n'apportait pas ou très peu de choses anciennement au Milan AC. Voilà, avec du changement, avec une nouvelle vision de jeu, avec des nouveaux joueurs et avec surtout une nouvelle envie, on arrive à faire de grandes choses et 2 joueurs comme ça longtemps critiqués et mis de côté prouvent que voilà, on est capable de reproduire des belles choses à nouveau. Et donc, quel est ton podium pour toi, Théo? Écoute, sur mes 3 tops, je vais premièrement mettre Gigio Donnarumma parce que si effectivement il se prend ce but de Kurtic avant le retour au vestiaire, il livre encore globalement une copie que je trouve très 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 remarquable pour un gardien de son âge, décisif sur les 2 face à face face à Inglese et face à Gervinho où on aurait pu être rejoint au score avant de mettre le 3-1. Que dire, on a un gardien formé au club qui est extraordinaire. Un successeur, je me rappellerai toujours de son premier match face au Torino où il arrête ce penalty de Bellotti à la 96e et que de souvenirs de voir ce qu'il est devenu. Donc pas forcément homme du match, mais top incontestable Gigio Donnarumma. Évidemment que Calhanoglu mérite sa place dans les tops. Un match très intéressant. Le premier but sur coup de pied arrêté depuis un petit bout de temps. Adrien le soulignait très justement, bien voté par le Turc et puis voilà cette frappe suite au rush de Bonaventura qui profite de l'appel couloir gauche de Théo Hernandez pour la donner seule à un Can dans l'axe qui marque le but du 3-1. En 3e top, je mettrais Simon Kjær parce que dire, on était tous en stress
supporters milanais que nous sommes, sur son éventuelle signature ou prolongation de contrat. C'est chose faite depuis hier. Et quel plaisir, quelle sobriété, quelle efficacité. Rarement en retard. C'est surtout ça qui m'impressionne, le nombre de tacles qu'il fait par match se compte sur les doigts d'une main. Toujours présent au bon moment, au bon endroit. Match très sobre et très réussi pour le Danois, qui fait pour moi largement sa place dans le top. C'est soulageant que l'AC Milan n'ait pas attendu l'arrivée de Rangnick pour lever cette option d'achat. C'est d'autant plus soulageant qu'on sait que c'est le genre de profil qui convient à la charnière du Milan AC. Musacchio était en grande difficulté, l'ancien joueur de Villarreal, sur la fin de saison dernière et sur cette première partie de saison-là. Léo Duarte n'apporte pas une totale satisfaction, un retour dans la Ligue brésilienne est envisagé cet été. Et Matteo Gaber est encore trop jeune pour assurer une couverture défensive efficace avec l'ancien joueur de l'AS Roma qui est allé sur Romagnoli. Donc ça fait beaucoup de raisons qui nous poussaient à espérer l'arrivée d'un central fiable. C'est fait en la personne de Simon Kjær qui avait disputé que 9 matchs sous la houlette de Gasperini dans la première partie de saison avec l'Atalanta. Donc voilà, arrivée très rassurante dont on peut évidemment se réjouir. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais là, Théo, c'est vrai que comme tu dis, il est rarement en retard. Là, sur le match, il a fait 2 tacles, mais les 2 sont réussis. Hein. Il a 100% de tacles sur le match. Et là, l'action là, qui me vient en tête, c'est quand il intervient sur la grosse frappe de Kulusevski. S'il n'est pas là, c'est but. Hein. En plus, pour le coup, il est un peu plus en retrait, parce qu'il me semble que c'était Théo et Romagnoli qui étaient dessus. Et t'as Kjær qui était assez loin, je crois qu'il était même à l'extérieur de la surface. Il vient donner son corps justement pour éviter le but. Et c'est vrai qu'on avait besoin d'un défenseur vraiment qui y va, il va au charbon, il donne tout ce qu'il a, il y va de sa personne. On serait passé à côté d'un gros coup si on l'avait pas signé, quoi. Clairement. Pour ma part, les tops, donc en 3e position, j'ai Kessié. Pour son gros match, son magnifique but et le fait qu'il confirme du coup ses bonnes performances depuis la reprise du championnat. En 2e position, j'ai quelqu'un que vous n'avez pas cité, c'est Romagnoli, parce qu'il se crée une occasion franche en première période. Il marque ensuite le 2e but. Il réussit 2 ou 3 tacles en première période qui sont très importants. Le premier, je crois, il y va un peu de sa personne, il obtient la faute. Et ensuite, 2 tacles à la Nesta et très bonne performance, je l'ai trouvé, de Romagnoli qui a été très rassurant. Je l'avais dit lors du dernier podcast, je le trouvais un peu plus dans l'ombre de Kjær. Là, pour le coup, il a vraiment fait un gros match solide individuellement. Donc voilà, je tenais à le souligner. Et enfin, Akan, homme du match, un but, 2 passes D. Je l'ai trouvé un peu poussif, avec pas mal de déchets dans les 10-15 premières minutes. Il a mis un peu de temps à démarrer, mais ensuite, très, très sérieuse prestation en 2e période. Ok, place au flop maintenant, les gars. Adri. C'est vrai qu'on en parlait un peu en off. C'est vrai que c'est compliqué de mettre des flops sur le match qu'ils ont été bons tous. Après, il y en a qui ont plus excellé que d'autres. Après, voilà, si je devais mettre un flop, encore une fois, désolé, mais c'est Conti, quoi. C'est pas pour lui taper dessus à chaque fois, mais c'est vrai qu'il est toujours en retard. Il se prend encore un carton jaune bête. Honnêtement, c'est vrai que Conti Calabria en poste d'arrière droite, c'est vrai qu'il y a beaucoup mieux. Hein. C'est vrai que Conti, ouais, c'est le seul flop que je mettrais du match, personnellement. Très bien. Théo. Je suis largement l'avis d'Adrien. Encore un match plein de nervosité pour le joueur formé à l'Atalanta, un carton jaune mérité. Il n'était pas sous la menace d'une suspension, mais sa première mi-temps est très très mauvaise, toujours en retard. Les matchs se suivent et se ressemblent. Malheureusement pour lui, il est remplacé, Dieu merci, par Davide Calabria dès le retour des vestiaires, qui, sans avoir été étincelant ou aussi important offensivement que son compatriote Théo Hernandez peut l'être de l'autre côté, il a au moins tenu la baraque et s'est voulu bien plus rassurant. J'ai pas de souvenir d'un bon match de Conti sur cette 2e partie de saison. Donc non, franchement, c'est le seul flop inévitable qui a tendance à se répéter. Ça fait 2 matchs qu'il est titulaire. Et non, franchement, on pourrait être un peu plus déçu de la titularisation de Leao qui sort à l'heure de jeu pour Ante Rebic, mais c'est quand même à des années-lumière de la déception qu'on aura pu avoir lorsqu'on aura visionné la première mi-temps de Conti. Donc Conti, c'est tout. Quelle est la valeur marchande actuelle de Conti? C'est pas une question piège, mais je pense qu'il va plier bagage cet été. Mais si je pense qu'il manquera pas de prétendants dans le ventre mou de Serie A ou de ce genre d'équipe, j'ai aucune idée de combien on peut en tirer d'un Conti. Si c'est Conti, sa valeur, c'est 12 millions. 12 millions?
Ouais, 12 millions. Ça me paraît beaucoup. Je sais pas quel club alignerait 12 millions pour Andrea Conti. Non, mais c'est À une noter qu'on l'avait situation. acheté 24 millions. Hein. Ouais, 20 ouais. 24 millions, un mercato estival de 2017. Le fameux mercato estival où Leonardo a joué les directeurs sportifs et on a pris du Biglia, du André Silva, du Leonardo Bonucci. Enfin, pas forcément des bons souvenirs C'était pas pour tous les Leonardo. supporters lombards. C'était Leonardo, C'était hein. Non, c'était Mirabelli Fassone, il me semble. Mirabelli, ouais, c'est la. autant pour moi, autant pour moi. Mais ouais, c'était un mercato estival faramineux en termes de défense, mais pas aussi impressionnant sur le terrain. Et Andrea Conti en fait partie. Ok, 24 millions. Bon, on perdra de l'argent sur ce joueur. Mais bon, je Après, pense. on peut quand même se réjouir en parlant d'aspect financier de la plus-value de 45 millions qu'on a fait sur Souzo et Patrick Coutronnet, Oui, c'est vrai, ouais. puisque Souzo a signé, c'est officiel, à Séville, non pas une annonce de transfert, mais simplement une clause qui était indiquée dans le contrat du joueur formé à Liverpool, à Almeria, pardon, puisque si le club sévillan se qualifie en Ligue des Champions, l'option d'achat était automatiquement levée par le club entraîné par Lopetegui, et c'est chose faite. Le club de Séville sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Séville qui a posté donc l'officialisation du transfert, pardon, et Souzo qui a fait ses adieux sur les réseaux sociaux à un club durant lequel il aura joué 5 saisons, de 2015 à la première partie de saison 2019-2020. Très bien. On peut lui rendre hommage parce que c'est un joueur qui, malgré ses 6 premiers mois, cette saison un peu difficile, qui a quand même toujours répondu présent, qui a été notre maître à jouer offensif sur les 5 saisons où il a été là. Enfin, vraiment, heureusement que Bonaventura et Souzo étaient là dans ces années les plus sombres, je pense, de l'histoire de l'AC Milan. Et on peut lui rendre hommage. Je pense que 24 millions, c'est le prix qui valait à la fin de ses 6 premiers mois. C'est dommage parce qu'on aurait peut-être pu espérer mieux si on l'avait vendu un peu plus tôt. Mais en tout cas, merci Souzo pour les travaux. Je te suis là-dessus, et je rajouterais que ces 6 premiers mois s'expliquent peut-être aussi par l'inefficacité du 4-3-3 de Pioli, qui est encore plus grande et plus flagrante à mes yeux quand on voit ce que le 4-2-3 actuel peut apporter. C'était un joueur qu'on reconnaissait plus sur les 6 premiers mois. Souzo, très très bas à chaque récupération de ballon. Il voulait constamment amener le jeu vers l'avant. La faute aussi à un milieu de terrain qui avait une transition offensive quasiment inexistante, qui ici en faisait partie. Et Dieu sait que les choses ont changé depuis. Très bien. On s'égare un peu. On va revenir sur les flops. Alors, je pense que moi aussi, c'était juste Conti que je voyais. J'ai une question concernant le match de Zlatan Ibrahimovic qu'on a beaucoup vu, mais avec beaucoup d'occasions. Je pense que vraiment sur les 30 dernières minutes, il est omniprésent et il veut absolument marquer son but. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Zlatan Ibrahimovic? Est-ce plutôt un top, un flop, un match poussif en tout cas? Il n'a pas marqué. Vos réactions? Après, c'est vrai que c'était sa centième aujourd'hui, donc on le sentait que Zlatan, il voulait y aller de son but, quoi. On le sentait, il a tenté 9 frappes au total pendant ce match. C'est vrai que moi, j'ai senti nerveux, pour le coup, un peu plus que Tout à fait. d'habitude. J'avais l'impression. Alors, c'est vrai, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Il a été omniprésent. On peut pas le mettre dans un flop. Je pense pas. Il a fait un bon match. Après ça, qu'il y a eu beaucoup de déchets. Il peut faire C'est vrai beaucoup mieux sur ses que occasions, hein. Le coup franc, comment? il peut faire beaucoup mieux sur ses occasions. Ouais. Le coup franc à la 14e minute, qui, je pense, si Akan ou même Bilia, qui a une bonne qualité de coup franc, le tire en finesse, c'est vraiment une grosse occasion qui va gâcher. Voilà, il y a cette occasion, il y a 2-3 occasions en seconde période où il loupe un peu, il fait cafouiller dans la défense. Donc, ouais, pas mal de déchets, je trouve. Écoute, je vous suis assez globalement sur cet avis-là. J'ai trouvé Zlatan très intéressant dans les 60 premières minutes de jeu, toujours aussi poussif et important sur le front de l'attaque. Seulement, j'ai senti comme un déclic dans la tête du géant suédois de 38 ans à partir du moment où il a vu que son équipe jouait mieux et déroulait. Cette envie de marquer qu'on entend d'autant plus dans un stade à huis clos. Sur le premier centre d'Ante Rebic, pied gauche qui loupe, Zlatan hurle de rage de l'avoir loupé. Pareil pour Ismaël Benasser, rentré en jeu quelques minutes plus tard lorsqu'il loupe une passe. Il lui reproche de ne pas lui avoir centré le ballon quelques instants plus tôt. C'est un Zlatan très nerveux, poussif sur l'intégralité de la rencontre, qui aura été utile, même si voilà, dans cette dernière demi-heure de jeu, son objectif c'était le but. Et pour sa centième sous le maillot rossonero, ça se comprend. Très bien, les gars. Bon, on va refermer cette page et ce débrief autour de cette rencontre pour nous consacrer sur le débat du jour. Donc, on a vu les récentes performances enthousiasmantes de Franck-Yannick Kessié.
Le renouveau, on peut parler de renouveau parce que on l'a jamais vu aussi bon sur autant de matchs d'affilée. Je veux dire, c'est pas seulement en dents de scie, là, c'est vraiment un nouveau caissier, plus en confiance, avec qui touche beaucoup plus de ballons, j'ai l'impression aussi, mais dans un rôle qui est tout différent. Que pensez-vous de ce renouveau du milieu ivoirien? Bah déjà, ouais. Alors, Kessie, il est arrivé le 29 décembre 2017. À l'époque, c'était un prêt de 2 ans avec une obligation d'achat de 20 millions. Alors, c'est vrai que Théo, comme tu le disais tout à l'heure, avec Akan, c'était les deux joueurs les plus critiqués, limite, de l'effectif. C'est vrai qu'Akan, il y avait beaucoup d'erreurs de placement, il montait énormément, il en oubliait même les tâches un peu plus défensives. Il frappait tout le temps, c'était beaucoup d'erreurs techniques aussi. Et pourtant, malgré ça, il était titulaire indiscutable. Depuis son arrivée à Milan, il a joué en tout, avec le match d'aujourd'hui, 129 matchs pour 16 buts et 9 passes décisives. Cette saison, il a loupé que deux matchs. Que deux petits matchs, plus un match, il me semble que le match face à la Juve, il avait loupé en coupe. Donc ça ferait 3 matchs. Mais c'est vrai que là, depuis la reprise, il est méconnaissable. Et ça, c'est depuis qu'il a été décalé devant la défense. C'est vrai que depuis qu'il a été un peu plus baissé. Et pour le coup, c'est vrai qu'à l'Atalanta Bergame, c'est le poste qu'il occupait en milieu défensif. Et là, c'est vrai qu'on le sent beaucoup plus épanoui. C'est vrai qu'il apporte plus de sérénité au milieu depuis qu'il associe avec Benasser devant la défense. Et je trouve, et c'est vrai que Théo, tout à l'heure aussi, t'en parlais, on avait un manque de lien entre le milieu et l'attaque. Et là, je trouve que depuis la reprise après le Covid, là, on a ce lien justement entre milieu et l'attaque. On l'a encore vu aujourd'hui, Kessie, il arrivait facilement à trouver des décalages pour que ce soit quand Conti était en train de monter, quand c'était pour des Leao, des joueurs comme ça. C'est vrai qu'on sent que maintenant, il y a vraiment le lien entre le milieu et l'attaque. Et faut savoir aussi que Kessie, depuis la reprise, il est à plus de 90% de passes en moyenne, depuis la reprise. Et c'est vrai qu'on le voit bien, il y a beaucoup moins de déchets techniques. C'est, pour moi, honnêtement, depuis la reprise, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Je pense sans hésiter aussi. Pour souligner la montée en puissance de Kessié, je vous propose de revenir sur la composition du Milan AC face à Parme. C'était le 1er décembre 2019, victoire de Milan 1-0 à l'extérieur, 4-3-3 à plat. Bonaventura en milieu central gauche, Benasser en sentinelle devant la défense et Kessié plus milieu central droit. Et c'est vraiment cette représentation du Kessié qui n'a rien apporté. Au Milan AC, trop haut et pas assez intéressant, on va dire, dans l'apport qu'il pouvait avoir dans la transition offensive. C'est comme tu le disais très justement, Adrien, une révélation dans ce double pivot un peu plus reculé sur le terrain, certes, mais avec toute cette possibilité de laisser le ballon au trident offensif qu'il a devant lui et qui évolue derrière Zlatan, ou simplement de tenter la frappe de loin comme il l'a fait là, et ça a fonctionné. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est cette révélation dans ce changement de dispositif, parce qu'on avait une transition offensive qui était quasiment inexistante, avec un Piatek en pointe complètement esselé, Hakan Çalhanoğlu qui n'était pas à son meilleur en ailier gauche. C'était la mauvaise représentation de ce Milan AC en première partie de saison, un 4-3-3 qui n'était pas suffisamment efficace. Et dans ce 4-2-3-1, il se révèle, il se veut beaucoup plus efficace. Après, je pense qu'on est à une phase où on commence à comprendre l'importance qu'il peut avoir dans ce rôle-là. Et on peut notamment se poser une question que je me pose assez régulièrement, d'autant plus avec l'officialisation imminente de Ranić au Milan AC l'année prochaine. Quel rôle aura-t-il dans ce Milan de Ranić? Est-ce qu'il sera aligné devant la défense dans ce 4-4-2 et qui saura s'intégrer à ce gegenpressing si cher au tacticien qui est passé récemment par Leipzig? C'est une des questions que je me pose le plus, parce que c'est un joueur qui aura connu un changement de rôle dans un laps de temps très court. Une révélation en une saison, c'est rare, surtout sur un tel changement de poste. Donc voilà, est-ce qu'il aura encore cette capacité de s'adapter pour une troisième fois en une seule saison? C'est une de mes grosses questions. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis là par rapport à Ranić, c'est vrai que, alors, il joue en 4-4-2, mais c'est vrai qu'il aime bien jouer lui avec 2-6 justement. Et je pense et j'espère qu'il mettra au poste auquel il joue actuellement. Pour moi, s'il remonte d'un cran, pour moi, ça sert strictement à rien. On le voit beaucoup plus épanoui, j'ai envie de dire, en 6 que quand il était en milieu de centre un peu plus haut. Je pense et j'espère en tout cas que Ranić le fera jouer à son vrai poste. C'est ça, c'est Kessié, donc c'est sa 3e saison, c'est ça, arrivé en 2017. Il a connu le 4-3-3 en tout cas de Gattuso.
qui était cher à Gattuso. Il a connu le 4-4-2 en losange de Giampaolo, puis le 4-4-2 de Pioli, puis le 4-4-1-1 avec Akan qui était un peu plus haut. Tous ces systèmes de jeu, Kessié était l'un des joueurs les plus mauvais, si on peut dire mauvais, mais était un des joueurs les moins bons sur le terrain, toujours à côté de la plaque. Et malgré la bonne saison qu'on a fait sous Gattuso, on a fait la majeure partie de la saison 4e, 3e, je me rappelle vraiment de me tirer les cheveux sur les prestations de Kessié qui je comprenais pas parce que Kessié depuis 3 ans il joue tous les matchs quasiment, à une ou deux exceptions. C'est un titulaire indiscutable de l'AC Milan depuis 3 saisons. Et pourtant le nombre de matchs où il passait à côté était impressionnant. Et là, dans ce double 6, parce que c'est le poste qu'il occupe depuis la reprise, alors je sais pas comment a eu le déclic, comment Pioli a eu le déclic, mais c'est impressionnant les performances qu'il a. Donc pour le coup, ce n'est pas un milieu box-to-box à notre grande surprise, parce que Kessié part vraiment de la défense et se cantonne à son rôle qui lui va si bien de 6 à présent. Et comme on l'avait dit, va donner maintenant, vu que les deux lignes sont plus resserrées en 4-2-3-1, vu que les milieux offensifs, Akan, etc., sont plus resserrés avec Kessié, il peut se permettre de récupérer le ballon avec Bennacer, de donner le ballon à Akan, Bonaventura, qui eux ont les qualités techniques pour organiser le jeu vers l'avant. Et là-dedans, ça enlève à Kessié la partie qu'il ne maîtrise pas dans son football. Et du coup, on n'a que les bons côtés de Kessié, et ça fait depuis 6-7 matchs qu'on a repris, et 6-7 matchs où Kessié est indispensable au milieu de terrain. Je pense que c'est quelque chose qui se voit encore plus avec la titularisation de Lucas Biglia, son 7e match titulaire pour l'ancien milieu de la Lazio cette saison. Il n'était pas du tout complémentaire avec Bennacer. Après, loin de moi l'idée de lui en vouloir, c'est une adaptation. C'était et notamment pour faire opposer un Ismaël Bennacer qui enchaîne les matchs depuis la reprise du championnat. Mais on a clairement vu la différence et ce qu'on peut attendre d'un double pivot. Kessié, c'est sûr que voilà, physiquement, on pourra jamais lui reprocher son impact. Mais comme tu le disais très justement, Guillaume, cette transition offensive, il ne l'a jamais réellement eu. Et quand il se cantonne à un rôle qu'il maîtrise bien mieux, qui est l'impact défensif et le travail de relance, qui est cette fois-ci à un milieu plus resserré, donc plus proche, tout de suite, c'est une efficacité et une utilité qui est salvatrice pour l'effectif du Milan AC, parce que comme tu le disais très justement, c'est un joueur qui est très très souvent titulaire. Donc savoir bien utiliser un joueur qu'on verra tous les dimanches l'année prochaine et tous les 3 jours à présent, c'est très important pour l'AC Milan. Mais c'est vrai que pour le coup, depuis la reprise, c'est vrai que là, je parle vraiment du collectif du Milan. On voit que ça a complètement changé d'état d'esprit. Encore une fois, c'est vrai que tout est relatif. La formation a changé. Il y a eu 2 joueurs qui ont été ajoutés. Mais je pense que Kessié, on va dire, est un grand artificier, j'ai envie de dire, du fait que Milan est passé, on va dire, un step au-dessus, quoi. Encore une fois, c'est un collectif, mais je pense vraiment que Kessié, pour le coup, apporte vraiment quelque chose en plus, quoi, depuis qu'il a été un peu plus descendu à son poste, quoi. Le problème, c'est qu'avec le départ de Bilia, sûrement Bonaventura, il va falloir recruter au milieu de terrain. Cet été, ça va être indispensable, ne serait-ce que pour dans la rotation. Mais quel style de joueur va-t-on bousculer justement ce duo Bennacer-Kessié? Parce que recruter un Bakayoko ou un joueur de ce style, on ne va pas recruter Bakayoko en tant que remplaçant, je pense. Donc voilà, est-ce qu'on va recruter un profil plus dans la rotation qui acceptera en tout cas d'être le 3e joueur dans un milieu avec Bennacer et Kessié titulaire, ou ou Rangnick plutôt, va-t-il privilégier un joueur dans son idée, dans son schéma tactique, et peut-être compromettre cette doublette qui est si impressionnante et qui est si complémentaire? Ils trouvent vraiment leur marque là, et j'ai peur justement que le mercato vienne tout chambouler et qu'on se retrouve avec l'un ou l'autre. Je pense que c'est une question qu'on est tous dans le droit de se poser. Après, si on se fie à la philosophie de jeu de Rangnick de recruter jeunes, des joueurs essentiellement entre 18 et 23 ans, il peut nous dénicher un milieu de terrain autrichien ou un joueur dont il a eu le suivi à Leipzig ou à Salzbourg, et espérer que ce sera un milieu de terrain capable d'apprendre aux côtés de Kessié ou Bennacer. Après, c'est sûr qu'un joueur comme Tiémoué Bakayoko, qui était titulaire il y a 2 ans au Milan AC, je le vois difficilement dans la rotation, comme tu le dis, Guillaume. Donc, ça va être un choix judicieux, peut-être un choix pour préparer un départ d'Ismaël Bennacer ou de l'Ivoirien. Mais dans les 2 cas, il faudra gérer, soit prendre le choix d'avoir un gros standing pour remplacer l'un des deux, ou préparer l'avenir avec une 3e pointure.
Nous aurons le temps de toute façon de nous consacrer là-dessus, puisque dans les prochaines semaines, nous tournerons une émission spéciale sur le Mercato by Milan Actu pour l'année prochaine. Donc, nous nous mettrons pendant 40 minutes dans la peau des dirigeants de l'AC Milan et nous ferons le Mercato avec les ventes, les achats. Donc voilà, merci les gars d'avoir répondu présent. Dites-nous dans les commentaires que pensez-vous de l'avenir de Kessié. Enfin, je tiens à remercier Tanguy pour les visuels tout au long de l'émission. Voilà, nous avons vu vos commentaires et donc Tanguy nous a permis de donner un peu de vie à ce podcast. En tout cas, merci beaucoup. Merci les gars, à très bientôt et puis bonne soirée. Ciao. Salut les gars. Salut à tous. Ciao.